Chers membres de la presse, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à ce point de presse que nous avons voulu tenir pour vous présenter les priorités de la CGM sur l'année 2021 et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. 2020 a été sportive, compliquée, mais pleine de challenges pour nous tous. Tout d'abord, tout au long de cette année, la CGM n'a ménagé aucun effort pour porter haut et fort la voix des entreprises, notamment les TPME, et les accompagner de manière concrète, proactive et agile dans la gestion de la crise. Que ce soit au sein du CVE national et des CVE régionaux, en définissant un plan de relance cohérent et intégré. Que ce soit dans le cadre de l'élaboration des lois de finances rectificatives et celles de 2021, et à travers ces multiples actions d'accompagnement des entreprises déployées par ces CGM régions, fédérations et commissions. Notre confédération a été sur tous les fronts et s'est démarquée par sa réactivité, sa force de proposition, son efficacité et son pragmatisme. On témoigne d'ailleurs l'intérêt grandissant vis-à-vis de notre confédération. En effet, pour une année de crise, nous avons reçu plus de 1000 nouvelles adhésions. Et comme vous le savez, la représentativité de la CGM s'est aussi renforcée par l'intégration de nouveaux secteurs d'activité. On témoigne aussi la consolidation de notre position en tant qu'unique interlocuteur des pouvoirs publics sur tous les dossiers à caractère économique. Mesdames et messieurs, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée il y a 2 semaines par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, ce qui nous donne évidemment de l'espoir quant à la relance économique. Toutefois, nous restons réalistes et sommes tout à fait conscients que la reprise est tributaire de l'efficacité du vaccin, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. C'est cela qui déterminera le retour à la normale et nous estimons que le retour à la normale se fera courant 2e semestre 2021. D'ici là, la difficulté dans certains secteurs comme le tourisme, la restauration ou les industries culturelles et créatives et tout leur écosystème va certainement perdurer, d'où la nécessité de proroger, s'il le faut, les mesures de soutien mises en place dans le cadre des contrats programmes. Notre action doit se concentrer davantage sur les entreprises nécessitant une restructuration financière, parce qu'il est autant de notre devoir de sauver les entreprises que d'en créer de nouvelles. L'épreuve qu'a constituée la crise économique et sanitaire a révélé nos faiblesses, mais aussi nos forces, démontré que notre capacité à résister, à nous adapter, à innover. Elle a également permis à une prise de conscience générale de l'urgence de faire avancer certains chantiers prioritaires. Et nous restons confiants que 2021 devra être l'année des réformes et de la reprise. Le financement est l'un des sujets phares, bien que le déploiement du fonds Mohamed VI pour l'investissement va sans aucun doute être annoncé dans les prochains jours. Nous restons convaincus que son efficacité sera liée à la rapidité de déploiement des fonds dans les secteurs qui sont prioritaires. De plus, le financement des entreprises passe aussi par le règlement du problème structurel des délais de paiement, pour lequel nous attendons l'opérationnalisation des modifications réglementaires annoncées 2020. Un autre sujet crucial est celui de l'informel. En plus des impacts sur l'économie, la tragédie de Tanger qui a coûté la vie à 29 personnes nous rappelle le danger quotidien que représente le secteur de l'informel sur la sécurité de nos concitoyens. Pour que la relance post-Covid soit saine et durable, il faut impérativement réduire le gap entre le formel et l'informel. Les répercussions de ce dernier sont connues de tous et s'aggraveront davantage si la mise en place en urgence des mesures concrètes et courageuses comme la généralisation de la couverture sociale demandée par Sa Majesté. Nous saluons également la pénalisation des fausses factures et l'effort déployé par la direction des douanes pour stopper l'entrée illégale de marchandises aux postes de Sibta, Mlilia et de Guelgaret. Seule une volonté politique forte peut donner des résultats concrets et nous sommes disposés à consacrer une task force dédiée pour travailler avec l'État sur ce sujet hautement important pour l'équilibre socio-économique de notre pays.
Sur un autre registre, l'année 2020 a été marquée par plusieurs rounds de dialogues sociaux. Lors de ces rencontres, la CGM a exprimé clairement aux partenaires sociaux ses convictions par rapport à la nécessité d'assouplir le code de travail, qui est dépassé et qui a montré ses limites depuis bien longtemps. Une flexibilité responsable ne peut qu'encourager les entreprises à créer de l'emploi de qualité. La crise nous a aussi démontré l'importance d'investir dans le capital humain. Le système de formation continue est aujourd'hui en panne. Bien qu'il soit financé exclusivement par les entreprises du secteur privé à travers la taxe sur la formation professionnelle, nous constatons que seules 1225 entreprises ont accès au CSF parmi environ 190 000, correspondant à 47 millions de dirhams de remboursement pour 800 millions de dirhams de budget annuel, sachant que le cumul des fonds non utilisés a atteint la somme de 2 milliards de dirhams. Nous militons pour que la formation continue soit plus simple et accessible aux entreprises et qu'elle profite au plus grand nombre de TPME. C'est dans cette optique que nous avons commencé à opérer un changement au niveau de la gouvernance de l'ODB. Sur le sujet de la préférence nationale, nous continuons notre plaidoyer pour que les établissements et entreprises publiques soient concernés. La préférence nationale est indispensable pour développer une offre Maroc compétitive. Nous saluons au passage l'initiative du ministère de l'Industrie qui vise à substituer les importations en accompagnant les entreprises à tous les niveaux. D'ailleurs, la CGM a appelé à la protection de l'industrie nationale en augmentant les droits de douane sur les produits finis importés quand il y a une production locale équivalente sans que cela se fasse au détriment du consommateur. Comme il ne faut pas taxer les matières premières ou les produits semi-finis pour garantir la compétitivité de la production locale. Et nous nous réjouissons de la prise en considération, bien que partielle, de notre position dans la loi de finances 2021. Dans le cadre de la plateforme CGM Gouvernement, un travail a été entamé depuis le dernier trimestre 2020 sur plusieurs chantiers qui amélioreraient notre environnement des affaires. Nous avons pu réaliser des avancées de taille en temps, à savoir la quasi-finalisation de la charte de l'investissement, un alignement sur la définition de la TPME, l'assouplissement des conditions de l'octroi de l'IPE. La plateforme CGM Gouvernement se réunira prochainement pour acter ces avancées. Autant de dossiers importants que nous traitons avec le gouvernement et je ne vous ai cité que quelques chantiers majeurs. Toutefois, nous souhaitons que notre méthode de travail avec l'État soit renforcée davantage pour plus de concertation, de co-construction et d'action. Nous devons avancer plus fort, plus vite et avec plus d'efficacité. Mesdames et messieurs, la crise nous a fait réaliser notre grande des importations et une stratégie industrielle a été déployée pour remédier à ce fait. Elle a aussi dévoilé la vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales et j'estime que notre pays doit définir rapidement sa stratégie pour profiter de cette fenêtre de tir qui se présente à nous et de se positionner en conséquence. Au-delà du rapatriement au Maroc d'une partie des productions européennes actuellement réalisées en Asie, nous pouvons également attirer des flux d'IDE, asiatiques notamment, désirant conserver leurs clients européens et pénétrer les marchés africains en s'implantant au Maroc, notamment avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf. La CGM compte jouer un rôle central pour promouvoir le Maroc comme destination des IDE auprès de ses partenaires internationaux. Je cède sans attendre la parole à Mehdi Tiazi qui va vous présenter le bilan 2020 et nos priorités pour 2021. Comme nous avons procédé lors des précédentes conférences de presse, je vous invite à poser vos questions sur le chat. L'équipe interne centralisera les questions. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres de la presse, permettez-moi de vous présenter le bilan 2020 de la CGM ainsi que les priorités que nous avons définies et entérinées ce matin en conseil d'administration. La CGM, comme vous le savez, a été très active au courant de l'année 2020
dans les différentes instances qui ont gouverné durant cette année pour combattre cette crise sanitaire et crise économique que nous vivons. Et la CGM a fait partie de a d'abord élaboré un plan d'action, un plan de relance qu'elle a constitué avec l'ensemble des fédérations, l'ensemble des régions, l'ensemble des commissions, son groupe parlementaire, pour parvenir au plan de relance que nous avons défini et que nous avons présenté au comité de veille économique. Ce que nous voulons faire ici, tout d'abord, c'est rappeler rapidement ce plan de relance qui avait 3 grands blocs. Un bloc qui était un plan de sauvegarde de l'offre, c'est-à-dire des entreprises qui ont été durement touchées par la crise. Deuxièmement, un bloc qui concerne un plan d'attaque sur le choc de la demande, puisque la demande intérieure et extérieure a considérablement baissé pendant cette phase. Et nous avons cherché à travers ce plan de relance de trouver des mécanismes qui permettent de supporter cette consommation. Et puis enfin, un 3e bloc qui vise à accélérer les mécanismes de transformation de l'économie nationale. Et là, nous avions un certain nombre de mesures comme des mesures liées à la formalisation de l'économie, à l'emploi des jeunes, etc. L'exercice que nous avons fait en interne et que nous avons présenté ce matin, c'est sur les mesures principales que nous avons proposées, faire un bilan 6-8 mois après pour voir quelles étaient celles qui avaient été adoptées au plan national et celles qui ne l'étaient pas. Et ce qu'on voit dans ces tableaux, quand vous avez une petite croix verte, c'est que la mesure a été adoptée. En rouge, c'est une proposition que nous avons faite et qui n'est pas passée. Le premier bloc, ça concernait les mesures de contingence, c'est-à-dire les mesures que nous avons proposées pour aider les entreprises à réduire leurs coûts pendant cette phase. Et sur ça, nous avions 6 mesures. 2 mesures liées à la gestion de la masse salariale, c'est-à-dire les 2000 dirhams pour les employés mis à l'arrêt et l'exonération jusqu'à 50% du salaire, l'exonération des charges jusqu'à 50% des salaires pour le maintien d'emploi. Ces 2 mesures ont été adoptées. Nous avions proposé également le report des charges fiscales, sociales et bancaires. Ça a été accepté, ainsi que les intérêts crédités. En revanche, nous voulions également que les entreprises ou certaines d'entre elles puissent bénéficier d'une prise en charge, ne serait-ce que partielle, des loyers commerciaux, et ça, cette mesure n'a pas été prise, ainsi qu'une exonération des taxes locales pour les secteurs qui sont mis à l'arrêt. Exemple, un hôtel qui est fermé ne devrait pas payer de taxes professionnelles, et cette mesure n'a pas été acceptée. Deuxième bloc, c'est un bloc lié au financement. Et ce que nous avions compris assez rapidement, c'est que les entreprises allaient avoir besoin de dettes long terme conditionnées pour pouvoir passer cette crise. Cette mesure a été largement adoptée, largement utilisée à travers Daman Oxygène et Daman Relance. Et puis nous avons ici considéré que les entreprises allaient être très endettées à un certain moment et qu'elles ne pourraient plus supporter de dettes supplémentaires. Et dans cette optique, nous avons proposé qu'il y ait un mécanisme de reconstitution des fonds propres, soit quasi-fonds propres à grande échelle, c'est-à-dire de la dette subordonnée ou quelque chose qui vient entre les fonds propres et la dette, soit par des fonds sectoriels. Les fonds sectoriels, c'est ce que nous allons, l'annonce a été faite en août par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, par la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Ça correspond à l'image ce que nous imaginions comme un accompagnement par les fonds propres. Ce fonds, a priori, et nous verrons quand il sera définitivement mis en œuvre, devrait aussi supporter des quasi-fonds propres, c'est-à-dire faire des prêts aux entreprises qui sont assimilables à des fonds propres. Par exemple, des prêts convertibles en actions. Et ça, les statuts du fonds Mohamed VI pour l'investissement le permettent. Ce qu'il faut, c'est que ça soit déployé, mais surtout que ça soit déployé à grande échelle. Et ça, nous n'avons pas encore les retours dessus. Nous avions aussi proposé la promotion du Made in Morocco. Et là, le principe général a été largement accepté. Il y a une circulaire d'ailleurs du chef de gouvernement qui active la préférence nationale et encourage la production locale dans les marchés publics. Le principe de préférence nationale, de façon générale, a été adopté par l'ensemble. Maintenant, probablement que dans la mise en œuvre, le label d'un contenu marocain certifié qui puisse identifier les produits à forte valeur ajoutée locale mérite qu'on y donne encore un peu plus d'attention.
En ce qui concerne le maintien et la priorisation des investissements et des achats publics, je crois que la loi de finances 2021 acte ce principe-là, qui, malgré une baisse forte des recettes pour l'État, malgré cette baisse forte des recettes, il n'y a pas eu de coupe budgétaire importante dans les investissements publics. Et ça, c'est un point qui est très important, étant donné que beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs vivent de la commande publique, qui, comme vous le savez chez nous, est beaucoup plus importante que dans d'autres secteurs. Dernier point sur ce bloc-là, c'est la stimulation de la consommation nationale et internationale. Par la commande publique, ça a été adopté, on en parlait juste avant. On avait également proposé une TVA à 10% sur les produits qui sont fortement concurrencés par l'informel, et ça, c'est une mesure qui n'est pas passée. Sur les mécanismes transverses de formalisation de l'économie, le premier, qui était la formalisation de l'économie et l'extension de l'AMO, Sa Majesté le Roi a annoncé l'extension de l'AMO à l'ensemble de la population active, et ça, ce point devrait être déployé dans les semaines et les mois à venir, même les années à venir. En ce qui concerne la formalisation de l'économie, une mesure qui a été adoptée dans cette loi de finances consiste en la pénalisation des fausses factures. C'est une étape. Il y a d'autres mécanismes qui doivent venir pour renforcer l'intégration dans le formel d'un certain nombre d'entreprises. Nous avions proposé une prime à l'emploi des jeunes. Elle a été présentée différemment par une exonération de l'IR pendant 24 mois pour les primo-demandeurs d'emploi en CDI. Nous pensons qu'il faut encore étendre cette mesure pour qu'elle concerne toute personne de moins d'un certain âge, probablement 30 ans, mais qui n'a pas 3 ans d'expérience. Parce qu'en mettant ce critère de primo-demandeur, ça exclut un nombre trop important de personnes de cette catégorie. Le mobile money et inclusion financière, le Wali de la Banque centrale dirige une commission qui travaille sur l'inclusion financière. Cette commission a émis un certain nombre de recommandations. Je crois qu'on n'est pas loin de la mise en œuvre et ça ira dans le sens de l'inclusion financière du plus grand nombre. En ce qui concerne le point 4, qui est la simplification des relations avec l'État, nous prônons une limitation du maximum d'autorisation et de licence quand ce n'est pas nécessaire. Et nous avons même été plus loin en disant nous souhaitons que 80% des autorisations soient amendées parce qu'elles ne sont pas toujours nécessaires. Ça, c'est un point pour lequel nous n'avons pas encore eu satisfaction. Quant à la signature électronique et à la digitalisation des procédures, dans une optique de transparence, un travail a été fait, mais qui mérite aussi d'être renforcé. Enfin, dernier point, et on juge que c'est très important dans cette phase, c'est des mécanismes de reconversion et de gestion des faillites et de transmission des entreprises, parce que c'est un moyen de sauver des entreprises qui sont en quasi-faillite en lui trouvant un autre repreneur. Et là encore, cela mérite qu'on travaille encore un peu. Mais quand on fait un bilan dans les grandes lignes, une bonne partie des mesures que la CGM considérait comme étant importantes pour cette relance ont été adoptées et même largement adoptées, et nous nous en félicitons. La CGM a également, durant cette année 2020, joué pleinement son rôle en contribuant à la fois sur l'aspect sanitaire et sur l'aspect accompagnement autre du tissu économique marocain. Pour rappel, par exemple, sur la partie sanitaire, nous avons coordonné la contribution à l'effort national contre la pandémie par le Fonds spécial Covid. On avait annoncé des chiffres importants d'entreprises qui avaient contribué au fonds. Nous avions, tout au long de cette période, constitué et mis à jour des guides sanitaires et des kits de bonnes pratiques à destination des entreprises par secteur, par taille d'entreprise. Là encore, ça a été très utile pour ces entreprises. Nous avions mis en œuvre à disposition une plateforme bilingue avec l'ensemble des informations nécessaires à la lutte contre la pandémie. On a coordonné le dépistage pour les entreprises du secteur privé. Là encore, ça a été plus de 700 000 employés sont passés par nos plateformes. Et puis, on a travaillé sur l'approvisionnement des masques. Et là encore, ça a été largement utilisé. En termes d'accompagnement des entreprises, beaucoup de services supplémentaires. Vous avez probablement suivi les différents baromètres qui ont été mis en œuvre par la CGM et qui sont devenus une forme d'indicateur de l'évolution de la crise. Et on l'a mis à jour 4 fois pendant cette période en faisant appel à chaque fois à
un peu plus de 2000 de nos membres pour qu'ils répondent à ces questions. Et ça, je crois que ça a été très utile, à la fois pour les secteurs privés et pour les entreprises du public, pour suivre l'évolution de cette crise. Plus de 50 webinars. Et puis enfin, des corridors qui ont été signés entre la CGM, la CCG, la DGI, les douanes, la CNSS, pour avoir un canal de résolution des problèmes rapides à destination des membres quand ils ont des sujets défendables avec l'un de ces organismes. Donc vous voyez que sur l'année 2020, la CGM a largement contribué à son échelle à la lutte contre cette pandémie. Beaucoup de travail a été fait également par les fédérations, les commissions, les CGM régions pour l'accompagnement des entreprises, toujours dans la gestion de cette pandémie. Je ne vais pas citer ici toutes les actions qui ont été entreprises, mais chacun, avec ses équipes, a vraiment contribué à différents niveaux à la gestion de cette crise. La CGM a également, nous avons renforcé la représentativité fédérale de la CGM et on a collé au nouveau découpage régional. Sur l'aspect régional, la CGM avait encore un décalage entre le découpage régional en 12 régions administratives du Royaume et le découpage régional de la CGM. Sur le sud, nous n'avions qu'une région quand il y en a aujourd'hui 3. Fes-Meknès, nous avions 2 régions quand il y en a une, et non Casa, Stat et Jdida. Donc on a rassemblé Casa, Stat, Jdida, rassembler Fes-Meknès, en tout cas acter le process, et créer 3 régions au lieu d'une dans le sud pour que le découpage ACGM colle au découpage régional. Et puis enfin, sur les fédérations sectorielles, la représentation des secteurs au sein de la CGM n'a pas beaucoup évolué sur les 15 dernières années. Et ce que nous considérons, c'est qu'il y a des secteurs qui n'étaient pas importants pour le secteur privé, puisqu'ils étaient gérés par des entreprises publiques ou c'est des métiers qui n'existaient pas. Par exemple, la santé, c'était purement du public. Les services externalisés, c'est-à-dire les centres d'appel, le BPO, c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 15 ans. Le commerce en réseau, c'était très peu représenté il y a 15 ans, c'est-à-dire les grandes enseignes. Et ça, c'est des métiers qui n'étaient pas représentés et qui méritent aujourd'hui d'être représentés. Et c'est dans ce sens qu'on a créé des fédérations statutaires pour les représenter au sein de la CGM et représenter au conseil d'administration de la CGM. En ce qui concerne les lois de finances rectificatives et la loi de finances 2021, cette année, la commission fiscale a fait 2 fois l'exercice, étant donné qu'il y a eu une loi de finances rectificative. Et là encore, l'impact a été fort, porté par le bras armé de la CGM dans ce sens, qui est le groupe parlementaire. À titre d'exemple, sur la loi de finances rectificative, il y avait, je citerai la déductibilité des fonds Covid qui avait créé une certaine polémique et qui a été vraiment portée par le groupe parlementaire et qui finalement a été adoptée. Mais là, vous avez l'ensemble des mesures portées par la CGM. En ce qui concerne la loi de finances 2021, quelques exemples de ce que nous avons poussé, c'est l'exonération de l'IR pour les premières embauches pour les jeunes de moins de 35 ans et l'exonération des droits d'enregistrement sur les obligations de reconnaissance des dettes et des actes. Par exemple, les avances en compte courant et les comptes courants associés pour les entreprises. Et ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants et qui pénalisaient les entreprises. Mais il y a eu bien d'autres sujets, mais je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans le détail maintenant. Un retour sur l'impact de la crise. Sur le graphe de gauche, vous voyez l'évolution du PIB national sur les 30 dernières années, même 40 dernières années. Et vous voyez qu'à l'exception de 1993, où la baisse était extrêmement faible, toutes les autres années, le PIB national a cru, bon an, mal an, entre 3 et 6%, à l'exception de 2020, où la baisse est massive, et vous voyez cette barre rouge qui descend vers le bas, et on est à moins 6,6%. Le graphe de droite, vous voyez la courbe rouge, qui est la courbe théorique que nous aurions eue s'il n'y avait pas de crise, et la courbe bleue, c'est la courbe réelle. Et là, on voit qu'il y a ce que les économistes appellent l'output gap, qui est l'écart qui représente à peu près 100 milliards de dirhams. Et c'est le montant nécessaire qu'on devrait injecter dans l'économie pour retrouver le niveau de PIB qu'on avait par le passé. Les entreprises
État des lieux des entreprises à la fin de l'année, 16% des entreprises sont en arrêt définitif ou temporaire et c'est très important, c'est massif. On a 83% des entreprises qui ont à peu près maintenu leurs activités, 2%, un peu plus de 2,2 qui ont définitivement arrêté, 6% qui ont repris puis arrêté et 8% qui sont toujours en arrêt temporaire. Ce qu'il faut se dire ici, c'est que si on n'avait pas eu des mesures d'accompagnement à hauteur de ce qu'on a eu par la dette, ces montants seraient bien plus importants et probablement que les 16% qu'on voit ici seraient toutes en faillite. Donc ça, on peut à la fois se féliciter de ce point et se désoler du fait qu'il y ait autant d'entreprises encore à l'arrêt. En termes d'emploi, nous avons 2,7% de chômage en plus par rapport à 2019 selon le HCP et près de 40% des entreprises ont réduit leurs effectifs pendant cette période, donc ça montre encore que c'est considérable. La trésorerie des entreprises est très fortement touchée, 40% déclarent ne pas disposer de réserve de trésorerie, dont 8% qui ont moins d'un mois de réserve de trésorerie, donc celles-là sont vraiment dans une situation difficile. Et puis enfin, l'endettement s'est accentué largement pendant cette phase par les reports des différentes charges sociales, etc., mais aussi par l'utilisation de Daman Relance et Daman Oxygène, qui, à eux deux, ont cumulé à peu près 40 milliards de dirhams à fin d'année de prêts supplémentaires. Et ça vient endetter les entreprises. Et la conséquence de ça, c'est qu'on voit que les créances douteuses des entreprises sont reparties à la hausse avec une évolution à novembre de 10% supplémentaire par rapport à l'année précédente. Les secteurs qui sont encore une vue sectorielle à T3 2020, c'est-à-dire à la fin d'année 2020 à peu près. En rouge, les secteurs qui souffrent encore beaucoup et en tête, bien entendu, tourisme et restauration qui sont à moins 54% de valeur ajoutée sur la période, moins 30 pour le transport, moins 13 pour le commerce, moins 9 pour le bâtiment. Certains secteurs qui sont en baisse mais encore résilients, agriculture, industrie de transformation, les services, l'électricité, les télécoms. Et enfin, ceux qui n'ont pas beaucoup subi la crise, les activités financières et l'assurance, les industries d'extraction, pêche, aquaculture, et enfin l'éducation et la santé, qui sont, eux, en vert, ils sont des croissances à peu près raisonnables. Mais bon, en tout, le bilan global, c'est qu'on a encore des secteurs, malgré une certaine reprise depuis maintenant septembre, on a encore des secteurs qui sont très durement touchés et on le sent encore. Trois grands constats et trois grands principes que la CGM porte fort et qui constituent des éléments d'amélioration pour nos partenaires. Et quand je dis nos partenaires, c'est essentiellement les pouvoirs publics. Et vraiment, ces trois points qu'on porte fortement. Le premier, c'est depuis septembre 2020, on constate une lenteur dans la mise en œuvre des mesures de soutien pour les secteurs encore à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on sait que le tourisme est encore à l'arrêt, que les mesures de soutien se sont arrêtées à juin. On a attendu 3 mois ou 4 mois pour leur servir les aides qu'on leur a servi dans tous les cas, de manière rétroactive. Donc, on les met inutilement en difficulté pendant une certaine période. Et ça, c'est une douleur inutile. Si on a rien, c'est autre chose. Mais étant donné qu'on a les moyens et qu'on va les payer, aucune raison d'attendre. Je l'ai vu encore ce matin dans un article d'un de vos confrères pour une industrie qui disait les mesures ont été actées dans le CVE il y a 3 semaines, mais les mesures ne seront servies que dans 2 mois parce que ça doit passer par un certain circuit. Ça, c'est une douleur inutile pour les entreprises. Nous comprenons qu'il y a un circuit législatif qui doit être respecté, mais en même temps, s'il dure trop longtemps, on fait souffrir des gens de manière inutile, sachant que les résultats est le même parce qu'on les paye à la fin. Deuxième principe, les fermetures administratives qui sont décidées pour de bonnes raisons. On les approuve pour des raisons parce qu'elles protègent nos citoyens et c'est ce qui est le plus important. Mais quand on a une fermeture administrative qui sert à l'ensemble des citoyens parce que c'est une mesure qui sauve tout le monde, on ne peut pas en faire supporter le coût simplement à un secteur. On ne peut pas dire, c'est difficile de dire, je ferme les restaurants parce que 36 millions de Marocains doivent être protégés d'un point de vue sanitaire, mais je n'aide pas les restaurants, parce que ça veut dire quelque part, on leur fait supporter à eux le coût d'une crise. Et ça nous semble une forme d'injustice envers ces secteurs-là. Enfin, troisième point,
Sur certaines questions structurantes, nous souhaiterions, nous, secteur privé, avoir un peu plus d'interaction avec le gouvernement, et parce qu'on peut avoir une certaine valeur ajoutée. Nous avons des professionnels dans ces secteurs, et je pense notamment à la structuration du fonds Mohamed VI pour l'investissement ou à l'extension de l'AMO sur lequel on peut avoir une valeur ajoutée, et nous voudrions être un peu plus impliqués sur ça. Sur les priorités et 6 chantiers urgents et structurants pour le début de l'année qui sont en continuité de ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais on définit nos priorités de maintenant sur les 6 mois qui viennent. Les 6 priorités, c'est l'appui des entreprises par les fonds propres, par la reconstitution des fonds propres, avec un lancement immédiat, ou en tout cas le plus rapidement possible, du fonds généraliste, des fonds sectoriels et des fonds après participatifs qui ont été annoncés. Les décrets sont en cours d'application. On sait que ça va être déployé dans les jours qui viennent, Inch'Allah, on l'espère. Mais nous attirons l'attention sur le fait que si ça prend trop de temps, ça viendra trop tard parce que les gens ne seront plus là les entreprises ne seront plus là pour qu'on les sauve. Donc, on attire fortement l'attention sur ça. Deuxième point sur lequel on attire une certaine attention, si ces fonds sont dédiés uniquement à l'investissement, ça ne servira qu'une petite partie des entreprises parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de fonds propres, pas pour l'investissement, mais ou de quasi-fonds propres, pas pour de l'investissement, mais pour du fonctionnement. Parce les entreprises qui investissent aujourd'hui, il y en a moins qu'avant pendant cette phase. Et donc, il faut aussi aider des entreprises dans leur coût de fonctionnement par des quasi-fonds propres. Deuxième priorité, c'est l'amélioration de l'accès et l'optimisation des coûts de facteurs de production pour les entreprises que nous avons déclinés sur 6 paquets: énergie, logistique, formation, emploi, foncier et innovation. Je crois qu'on aura le temps d'aller dans plus de détails si vous le souhaitez. Mais pour prendre un exemple sur la question de l'énergie, l'accélération de l'adoption de la loi sur l'autoproduction et l'ouverture de la moyenne tension par la loi 1309 est un sujet important qui doit venir et qui doit venir rapidement. Deuxième point sur la formation, Sizouanet s'est levé, mais CFD connaît extrêmement bien le sujet. Mais la réforme de la formation continue est un sujet. Le président disait dans son discours d'ouverture, trop peu de fonds dédiés à la formation continue sont utilisés par les entreprises. Et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la formation constitue un moyen de retrouver de l'emploi par la reconversion des salariés. Ça doit être un sujet qui est mis en priorité. Pour les autres, on descendra dans le détail si vous le souhaitez. Troisième priorité, opérer un choc de simplification en faveur du développement économique sur la question du e-gov, avec tout ce que ça implique en termes d'opérabilité des procédures administratives, de la reconnaissance de la signature électronique, etc. Mais aussi les 2 chantiers dont on parlait juste avant, simplifier les liquidations parce que certaines entreprises doivent être liquidées dans cette période, et travailler sur la transmission des entreprises, parce que la transmission, c'est un moyen de sauver des entreprises en les faisant passer d'un actionnaire à un autre. Quatrième priorité, c'est la promotion du Made in Morocco, le soutien par la commande publique et la préférence nationale. Je crois qu'on a largement discuté ce sujet. Ça a avancé, mais nous souhaitons le voir déployer plus rapidement, par exemple en incluant les entreprises publiques, les EEP, dans les décrets d'application relatifs au marché public et à la préférence nationale, en intégrant les fournitures dans ces marchés, etc. Cinquième priorité, favoriser l'emploi et la reconversion. J'en parlais tout à l'heure pour une meilleure employabilité. C'est élargir l'exonération de l'IR à 3 ans pour les jeunes demandeurs d'emploi, de la formation à la reconversion qu'on peut conditionner à l'obtention de l'IPE pour ceux qui perdent de l'emploi. Et puis enfin, agir sur la formation professionnelle initiale par le développement d'un système de planification basé sur la demande et non plus sur l'offre de formation, ainsi que sur d'autres points. Et là aussi, c'est un sujet important. Et puis enfin, toujours l'informel sur lequel nous revenons et qui est mis au devant de la scène avec la tragédie de Tanger, en distinguant le petit informel qui est de nature sociale
et pour lequel nous préconisons l'élargissement de la couverture sociale et l'inclusion financière, et le grand informel qui, lui, doit être combattu avec un peu plus de vigueur en éradiquant la rente, en renforçant l'action douanière, et au passage, je salue l'action du directeur des douanes qui a fait une action formidable depuis plus d'1 an maintenant en serrant les 3 postes essentiels sur lesquels on avait encore des passages, la pénalisation des fausses factures et l'accompagnement à l'intégration des unités informelles comme celle de Tanger. Voilà, Monsieur le Président. Merci Mehdi. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais vous présenter les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est Ila Hifdé qui est président du groupe parlementaire de la CGM à la 2e chambre, Monsieur Abdou Diop qui est président de la Commission Afrique, Monsieur Karim Moutaki qui est président de la Commission juridique et Monsieur Abdelmjid Faiz qui est vice-président de la Commission fiscale. Et enfin, que tout le monde connaît, bien sûr, Sizouanet Khaïdel Mask Marouf, Sizouanet qui est président de la Commission sociale. Voilà, donc nous sommes prêts à répondre à vos questions. À toi de... Bonjour à tous. Donc, nous avons plusieurs questions. Je vais commencer par celle de Média 24 qui pose 3 questions. La première, donc la pandémie a permis au cours de ces derniers mois de prendre conscience de l'ampleur de l'informel dans notre économie. Le drame survenu à Tanger il y a quelques jours a quant à lui fait la démonstration du danger qu'il peut représenter pour nos concitoyens. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de faire face à ce fléau? Y a-t-il des réunions sur le sujet? Y a-t-il un plan d'action? Ça, c'est pour la partie informelle. Une deuxième partie des questions porte donc toujours Média 24. Comment se porte l'emploi en ce début d'année? Les entreprises reprennent-elles les recrutements ou le rappel des employés remerciés pendant la crise? Et la troisième thématique des questions de Média 24, c'est sur la relation avec Israël. Donc, le Maroc a repris les relations diplomatiques avec Israël. Est-ce que la CGM a entamé le travail de diplomatie économique? Est-ce que vous pouvez nous parler du potentiel économique entre les 2 pays? Parfait. Alors, sur la question concernant l'informel, je pense que la CGM, en 2018, avait fait une étude qui démontrait clairement que l'informel représentait à l'époque 20% du tissu économique et que dans certains secteurs comme le textile, on était à plus de 50%, dans le bâtiment, on était autour de 70%, dans l'agriculture, on était autour de 80%. Tous ces chiffres ne sont plus à démontrer et je pense que la pandémie qui a sévi cette année, ou plutôt l'année dernière, a démontré l'ampleur de l'informel. Donc oui, on n'a pas attendu qu'il y ait ce drame pour pouvoir réagir. Au contraire, nous avons, dès le début de l'année 2020, parlé du problème de l'informel et nous avons même souligné que l'informel était un frein au développement de l'économie. Maintenant, nous avons proposé la formation d'un task force pour pouvoir justement étudier ensemble quelles sont les voies à exploiter pour aller plus rapidement dans l'éradication de l'informel. C'est sûr que je pense que malheureusement, entre 2018 et maintenant, l'informel s'est accentué avec la pression fiscale, avec tout ce qui a été vécu. L'informel s'est accentué. Il va falloir avoir du bon sens, du pragmatisme et trouver des solutions à ces gens-là. Il y a l'informel l'informel petit, comme les gens qui survivent au jour le jour. Malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de pays, mais aussi l'informel qui est structuré et qui est organisé comme ce qu'on voit dans le textile, le bâtiment, etc. Donc, il va falloir amener ces gens-là à venir vers le formel et les convaincre comme quoi et mettre des freins dissuasifs pour arrêter ça. Donc, la deuxième question qui était posée, c'est est-ce qu'il y a une volonté? Bien sûr, il y a une volonté, j'ai répondu. Y a-t-il une réunion à ce sujet? Donc, plan d'action, nous attendons qu'on soit contacté pour ça, mais je pense que nous avons déjà eu pas mal de réunions à ce sujet. La troisième question, c'est comment se porte l'emploi, c'est ça? Ouais. Alors, l'emploi, je dirais que
au lieu de dire comment se porte l'emploi, c'est comment se portent les entreprises. Pour l'instant, l'emploi est plus ou moins préservé dans pas mal de secteurs, mais les secteurs les plus touchés sont le tourisme, l'écosystème du tourisme, tout ce qui est traiteur, restauration, qu'on appelle les industries créatives, etc. Donc tous ces secteurs sont extrêmement touchés parce qu'il y en a certains qui n'ont même pas fait de chiffre d'affaires depuis plus d'1 an. Par contre, le reste survit. L'industrie continue avec les mesures qui ont été prises pour préserver la production locale. Je pense que les effets commencent à se sentir et se sentiront davantage. Mais on espère qu'avec le déploiement du vaccin, on sera, à partir du deuxième semestre 2021, on sera opérationnel et que notre économie va reprendre de plus fort. Je laisserai après s'il y a des choses à ajouter. Le Maroc et les relations diplomatiques avec Israël. Bon, je pense que tout le monde sait que nous avons pris attache et contact avec l'équivalent de la CGM en Israël, avec aussi les chambres de commerce, et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux, à savoir pour le Maroc le tourisme. Il y a beaucoup la population maroco-israélienne là-bas représente à peu près 1 million de personnes qui sont très attachées au Maroc, et nous espérons pouvoir justement les attirer pour dynamiser notre tourisme. Nous avons avec eux sur tout ce qui est IT, tout ce qui est gestion d'eau, bien sûr. La gestion d'eau, c'est très important. Le dessalement, l'agriculture, la santé, oui. Pas la santé, plutôt la pharmacie. La pharmacie, ils ont l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a pas mal de choses à développer ensemble, et nous espérons que cette relation va amener une situation de win-win où nous pouvons autant bénéficier de leur savoir que eux de notre expérience. S'il y a d'autres réponses à ajouter à cette question, Mehdi, tu veux ajouter quelque chose? Sur la question de l'informel, il s'est quand même passé beaucoup de choses. C'est bien entendu pas suffisant, mais tout de même cette année, l'extension de l'AMO, la généralisation de l'AMO va dans le sens de l'éradication de l'informel, c'est important. La pénalisation des fausses factures va dans le sens de la réduction de l'informel, c'est important. Et la décision dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement impactante, c'est la fermeture quasi totale de Septa, Melilla et Guergueret. Et je crois que sur une année comme 2020, le nombre d'actions qui vont dans le sens de la réduction de l'informel est considérable. Maintenant, c'est de loin pas suffisant. Et donc, c'est un travail qui doit continuer. Je crois que c'est important qu'on continue. Absolument. Donc, on peut passer à la question suivante. On va donner la parole à... Bonjour, une question de l'extérieur, une question de... Okay. Bonjour, Lamia Boumaro, EcoActu. Donc, moi, j'ai 3 petites questions. La première, je veux rebondir sur l'informel. Le drame de Tanger, il a dévoilé une autre forme d'informel à laquelle participent des grands groupes de textiles à Tanger. On a entendu qu'il y a des groupes qui font sous-traiter ces petites unités pour accélérer la production et être à temps et en quantité pour leurs commandes. Je voulais savoir ce que fait la CGM pour y remédier, parce que vous représentez aussi le secteur formel, et que des entreprises qui sont adhérentes à la CGM participent à l'informel, c'est pas une bonne image, on va dire, de notre pays. Et est-ce que vous avez envisagé une enquête pour savoir est-ce qu'effectivement il y a des grands groupes derrière ce qui s'est passé à Tanger? Donc, deuxième question, j'ai entendu qu'il y a beaucoup, vous interpellez beaucoup le gouvernement sur des mesures qui doivent être prises pour sauver plusieurs secteurs. Je me demande où en est le CVE. Est-ce que vous vous réunissez pas régulièrement comme avant, ou comment ça se passe la relation et les échanges avec le gouvernement pour voir où en est les discussions sur les secteurs qui doivent être sauvés? Troisième question, peut-être je reviendrai sur l'article 9 de la loi de finances 2020.
Je voulais voir, est-ce que l'engagement du ministre a été tenu et comment aujourd'hui ça se passe sur le terrain? Merci. Sur le mécanisme qui permettait aux entreprises d'être... non, sur les dettes auprès des banques qui pouvaient être payées pour les jugements qui sont auprès des tribunaux. Vous ne vous rappelez pas de l'article 9 de la loi de finances 2005 pour bloquer les règlements que les banques règlent les paiements en attendant que les collectivités territoriales... Je n'ai pas... Vous ne vous rappelez pas? Non, je ne sais pas que les banques... C'est l'article 9. Attendez, le ministre s'était engagé à permettre aux entreprises d'escompter leurs dettes auprès des banques oui, la loi de finances 2020. Le factoring pour les dettes de TVA ou des choses. Il devait le revoir dans le cadre du décret des marchés publics. Sur le jugement. Oui, sur le jugement qui ont été actés. C'était au début 2020. Non, c'est passé. Au tout début 2020. Non, c'est passé l'article 9. Il était passé, le ministre s'était engagé ici qu'il allait... Là, ce n'est pas l'article 9. Je pense que c'est l'engagement pour pouvoir justement régler les arriérés de la TVA. Non. Si c'est ça que vous voulez. Bon, alors, j'aimerais bien avoir plus de détails sur l'article 9. Lorsqu'il y a un jugement contre l'État, on ne peut pas saisir les comptes. Exactement. On ne peut pas saisir les comptes. Voilà. Mais ce qui était proposé, c'est qu'on puisse se faire payer par les banques. Bon, non, pas fort. Non, ça, c'est ce qu'a proposé le ministre. Exactement. Ils peuvent, effectivement, on peut leur donner une année après. Le droit de payer. Créance. Et cette créance, dès lors que cette créance, elle découle d'un jugement, elle est confirmée, c'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité, au lieu de saisir l'État, c'est de se faire, c'est-à-dire de mobiliser cette créance en prenant donc un emprunt auprès d'une banque, le temps que l'État les paye pour pouvoir rembourser le... Bah, je ne sais pas si le décret aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une modification de décret pour le moment. Peut-être que ça va arriver dans les mois à venir. Juste pour revenir à vos questions, sur le drame de Tanger, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on condamne à 100% et on n'est pas étonné que ça arrive vu le niveau de l'informel qu'il y a. Ce que je n'ai pas de détails, je ne vous cache pas que je n'ai pas de détails. Ce que je sais qu'au niveau de Tanger, le textile, l'informel au textile est très important. C'est un niveau très élevé. Accentué avec la crise du Covid. Il faut bien trouver du travail pour ces gens-là. Il y a beaucoup de chantiers qui sont posés et je pense qu'il faudrait attaquer point par point. Il ne faut pas oublier que la crise, la pandémie qui a sévi partout dans le monde a affaibli l'économie de tous les pays et on en fait partie. Et nous travailler, c'est là où nous devons travailler en partenariat, la main dans la main, avec l'administration pour trouver des solutions à tous les problèmes. Nous avons des propositions, nous avons des idées et je pense que nous avons commencé ce travail avec le CVE, nous avons commencé ce travail pendant les lois de finances qui ont été votées et cette dynamique, on va la maintenir et dans le sens où il va falloir trouver des solutions pragmatiques à ces problèmes parce qu'il n'y a pas de baguette magique, ça c'est clair. Si des entreprises structurées font travailler ces gens-là, c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner et que je le déplore. Mais d'un autre côté, ces gens-là doivent travailler. Il faut trouver une solution. Donc, il y a un équilibre à trouver entre tout ça. En parlant des cadences de réunion en CVE, bon, c'est vrai que les cadences ont été ralenties par rapport au début, mais les cadences sont toujours là, il y a toujours, le dialogue est toujours soutenu. Nous avons une réunion prévue lundi pour les délais de paiement. Donc le sujet de délai de paiement, j'espère qu'on sortira au niveau de l'observatoire des délais de paiement, qu'on sortira avec des solutions concrètes. Et bien sûr, le grand sujet maintenant, c'est le déploiement du fonds Mohamed VI. Voilà un peu... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors là, j'ai une question de Youssef El Khabar de Express.
au sujet donc, qui est adressé donc, au président. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les modifications qu'il y a eu sur l'article 4 des statuts de la CGM, ainsi que son contexte et ses objectifs? Je vois que l'article 4 est devenu connu. D'abord, l'article 9. D'abord, on parle que de l'article 4. Bon, l'article 4, pour être clair sur ce point, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la CGM. Ce qu'on a fait, c'est opérationnaliser l'article. Nous avons donné à la commission des statuts et que préside CFD de trouver une opéralisation à cet article 4. Donc, c'est ce qu'on a fait. De toute manière, la CGM est apolitique. Je dirais le terme n'appartient à aucun parti politique et ne fait pas de politique. C'est clair. Maintenant, au niveau de l'emploi, le déploiement de cet article, je donnerai à CFD de donner plus de détails. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas question d'aller à la chasse aux sorcières. Nous n'allons pas aller, c'est du non-sens de dire comme quoi nous allons aller vers les adhérents qui sont politisés. Je ne sais pas d'où c'est sorti, comment c'est sorti, ça n'a aucun sens. Ça concerne le président, le vice-président et les personnes qui sont dans les organes dirigeants de la CGM. CFD. Merci, Président. Oui, effectivement, l'article 4 des statuts consacre la neutralité de la CGM vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des idées politiques à l'intérieur du débat au niveau de l'organisation patronale et aussi le débat au niveau religieux. Donc, ces deux débats sont interdits, ces idées sont interdites sous peine de sanction. C'est transcrit comme ça dans l'article 4. Donc, mais depuis, on n'a pas pu le décliner de façon opérationnelle au niveau de notre règlement intérieur. Aujourd'hui, on a pu le faire et on a justement visé la présidence de la CGM, la présidence des unions régionales CGM, qui sont des émanations internes de la CGM, et les fédérations internes de la CGM. Alors, dans l'éligibilité justement de ces trois personnes, alors il faut ne pas avoir assuré, il faut ou bien ne pas avoir assuré pendant les 6 derniers mois ou bien actuellement de fonctions exécutives ou bien de responsabilités dans les organes décisionnels, je dis bien décisionnels, des partis politiques. Voilà ce qu'on a mis aujourd'hui. Bon, maintenant, effectivement, les partis politiques sont dans leur... D'ailleurs, la Constitution, effectivement, le prévoit, l'encadrement des citoyens par les partis, etc. Ça, on s'y engage, bien sûr. Nous sommes une force de la société civile. Donc, on ne parle pas d'appartenance politique. C'est uniquement les personnes qui exercent des fonctions exécutives dans les organes décisionnels des partis politiques pour briguer les 3 mandats dont je viens de parler, c'est-à-dire la présidence de la CGM, la présidence de l'Union régionale et des fédérations internes. Maintenant, les partis politiques sont dans leur rôle. Ils veulent bien sûr avoir le maximum, etc. Mais je vais vous donner un exemple concret que je n'ai pas mentionné ce matin, faute de temps. Mais je vais le dire. Aujourd'hui, je vais vous le dire par une histoire constitutionnelle. La Constitution, dans son article 63, prévoit la composition de la Chambre des conseillers. Il y a les trois cinquièmes qui proviennent des collectivités territoriales, à savoir les conseils communaux, les conseils provinciaux, préfectoraux et de région, les 3 cinquièmes, c'est-à-dire sur 120, 72. Et puis les 48 restants proviennent, justement les 2 cinquièmes, proviennent de 3 collèges, à savoir le collège des chambres professionnelles et le collège des organisations patronales des employeurs les plus représentatifs, professionnels des employeurs les plus représentatifs, et le collège des salariés. Alors, ces 48 se répartissent comme suit. 20 pour les chambres professionnelles, 8 pour les organisations patronales et 20 pour les salariés. C'est la volonté de Constitution, c'est la philosophie même au niveau de la loi fondamentale, c'est de mettre en place un collège
c'est-à-dire un groupe, en fin de compte, qui se matérialise par un groupe parlementaire au niveau des chambres professionnelles, au niveau des organisations des employeurs et au niveau des salariés. Ben, l'ambition des partis politiques a été telle, l'appétit des partis politiques a été tel qu'aujourd'hui, les chambres professionnelles sont devenues solubles dans les partis politiques. Et il n'y a pas de groupe parlementaire des chambres professionnelles, ce qui est pour moi une violation manifeste de la Constitution. Voilà un exemple. Si on laisse les choses comme ça, c'est-à-dire demain, ben, peut-être on n'aura plus de groupe parlementaire alors que le constituant l'a voulu comme ça. Donc c'est pour cela qu'il faudrait s'entourer du maximum de précautions, etc. Mais ça va nullement contre la Constitution. Au contraire, c'est une déclinaison, c'est une mise en œuvre réelle de la Constitution. Voilà. Merci. Peut-être un détail sur ça. Ce qui a été lu un peu partout dans certains articles, c'est que pour la CGM, excluer les personnes membres de partis politiques. C'est totalement faux. Comme dit Sahevdé, ça concerne la présidence et le président, vice-président général, et les régions et les fédérations internes. Président de région. Au niveau président de région et vice-président de région, au niveau de ces deux fonctions pour chacune des trois instances. Mais il n'est en aucun cas question de sortir de la CGM des personnes qui ont une appartenance politique. C'est bien clair. Monsieur, allez-y. J'ai 4 questions. La première concernant l'informel. La ACP a considéré qu'il n'est pas judicieux de s'attaquer à l'informel. L'ACP, récemment, lors du budget prévisionnel, elle a conclu qu'il n'était pas judicieux de s'attaquer dans cette conjoncture à l'informel. Et vous-même, vous dites que ces gens-là doivent travailler. Comment faire? Deuxièmement, concernant le coût du travail, est-ce qu'il est judicieux dans cette conjoncture d'aller vers une réforme du code du travail, sachant que la première version a pris 10 ans? En même temps, en consultant les statistiques du ACP sur l'emploi, la précarité est déjà là, la flexibilité est déjà là. Est-ce que vous entendez par la flexibilité faire sauter les protections? Et c'est ce que comprennent beaucoup de gens. Troisièmement, une question concernant les fonds propres. Le ministre des Finances a signifié récemment que les injections de fonds vont aller vers des projets qui représentent des investissements et pas des fonds pour le fonctionnement des entreprises. Est-ce qu'il y a des concertations sur ce sujet? Une quatrième question concernant la 13e région. Nous avons vu le comportement des transferts des MRE, c'est plus 5%, alors que même la Banque centrale prévoyait moins 20%. Le Wali de Bouakal a soulevé l'opportunité d'aller vers les intermédiaires pour les convaincre de baisser les coûts des transferts. Est-ce que vous faites partie, vous adoptez ce point de vue d'alléger le poids des transferts sur les MRE? En même temps, on a vu le ministère des Affaires étrangères parler de la mobilisation des compétences. Qu'est-ce qu'on va proposer au MRE, sachant que déjà, sur le plan des investissements, sachant qu'il y a un fonds qui n'a pas marché? Merci. Merci. Donc, concernant l'histoire de l'informel, je pense que j'ai déjà parlé là-dessus, mais sur tout ce qui est l'emploi et les nouvelles réformes, je donnerai la parole à Sizouanat d'en parler. Mais c'est vrai que juste par rapport à l'informel, ces gens-là, il faut leur trouver du travail. On ne peut pas dire on va arrêter, on va du jour au lendemain, on va arrêter les gens de l'informel et les laisser sans travail. Il faut trouver un travail à ces gens-là et faire bouger graduellement de l'informel vers le formel. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps et qui doit se faire d'une manière subtile et intelligente, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de travail pour ces gens qui en ont grandement besoin.
le petit, de toute façon, il y a deux informels, comme me disait Mehdi. Il y a le petit informel et le grand informel. Le petit informel, c'est courant, c'est pas ça qui dérange. C'est social. Voilà. Le grand informel, c'est ça qu'il faut convertir vers le formel, et c'est ça qui dérange l'économie, et c'est ça qu'il faut combattre. Mais on va y aller petit à petit. On ne dit pas qu'il faut fermer tout ce qui est clandestin, du jour au lendemain. Non, il faut aller d'une manière graduelle et permettre un équilibre social pour ces gens-là. Merci, Président. Je vais essayer de continuer là où vous êtes arrêté en répondant à deux questions, l'informel, le volet social et le Code du travail. Comme a rappelé le Président, donc, il y a deux types d'informels. Ce qu'ils appellent, le Président, le petit informel, c'est l'informel de subsistance. Ce n'est pas ça le vrai sujet qui fait mal. Et en général, il concerne une ou deux personnes et non pas des populations de salariés. Le deuxième informel qui concerne, que ce soit ce drame de Tanger ou autre, c'est l'informel organisé. Et pour qu'on le traite, il faut qu'on ait d'abord une idée sur son ampleur. Et son ampleur, on vient de s'en rendre compte à l'occasion de la pandémie, quand on a commencé à vouloir indemniser via les aides de Covid. Et on est passé d'une estimation à peu près de 2 millions à une estimation de 4 millions. Le ministre Serge il a parlé de 4,5 millions de foyers qui ont bénéficié, de foyers, alors que les Ramedis, ils sont 11 millions et demi. Alors, pour le traiter, il faut d'abord, on ne peut pas traiter quelque chose si on ne s'attarde pas sur les raisons qui font le recours à l'informel. Les raisons qui font le recours à l'informel, c'est deux, claires, l'évasion fiscale et l'évasion sociale. Si je m'arrête comment? Le volet fiscal, le côté social du volet fiscal, c'est-à-dire je ne parle ni de TVA, ni d'IS, ni de patente, ni de patronne, je parle uniquement de l'IR, c'est à peu près 38% pour les salaires qui dépassent 5 000. Si je prends une moyenne de 25% d'économie fiscale, et je prends les charges sociales, qui sont estimées à 25% seulement. L'amour, la partie accident de travail, retraite, CNSS, etc. Donc 25% et 25%, ça constitue 50% d'un différentiel d'un salaire, mais bien une entreprise organisée qui est concurrencée de manière déloyale par une entreprise, sans parler de l'absence de conditions de, je dirais, minimum de santé et sécurité. Donc voilà les raisons que, pour qu'on puisse, ça fait des années que tout le monde veut combattre le social, l'informel, personne n'a encore... si on essaye d'abord de concilier le formel et l'informel, en essayant de réduire le gap, mais le coût zéro, social et fiscal, au coût 50% pour un salarié, il faut qu'on sorte des sentiers battus, il faut qu'on sorte du cadre. Et nous avons une chance terrible de sortir de ce cadre parce qu'on est à la veille d'une refonte dictée par Sa Majesté de notre protection sociale et notamment le volet généralisation de l'amour. Le volet généralisation de l'amour, il va falloir, et c'est Mehdi l'a soulevé tout à l'heure, on doit de plus en plus être concerné par la refonte de financement de l'amour. Et non pas uniquement en tant que CNSS, comment la CNSS peut aider. Et je vais m'expliquer. Deux autres pays qu'on a pour refondre carrément le financement de la protection sociale et de l'amour, et partons de ce point-là à éliminer la différence entre l'informel et l'informel. J'entends par le dispositif de la TVA sociale un vrai dispositif qui ne rajoute pas un coût, ni ne rajoute aucun surplus, mais il permet de repenser le financement de la protection sociale en augmentant la compétitivité des entreprises et en réduisant la tentation d'aller vers l'informel. Et ceci est sous l'étude au niveau de la CGN. On n'a pas encore donné une position claire, mais nous souhaitons être consultés pour qu'on puisse, à travers d'une pierre deux coups, à travers ce dispositif, régler deux cas, c'est-à-dire augmenter la compétitivité des entreprises et financer la protection sociale par la consommation et non pas par le travail, et d'un autre côté, réduire le gap qui fait que certaines personnes sont tentées d'aller vers l'informel pour ne pas payer les 25% de taux de charge sociale. Alors ça pour le volet informel. Pour le volet code du travail. Alors, vous avez cité 2-3 choses. Je vais essayer de vous expliquer. Dans un pays normal, on ne peut pas attendre 20 ans pour changer un code du travail. Le monde a changé autour de nous. Vous allez voir qu'il y a de nouvelles formes de travail. Les auto-entrepreneurs, il y a plusieurs formes, le télétravail, beaucoup de choses. Et on ne peut pas, un pays comme la France, qui était pratiquement l'un des pays non gouvernementaux, non gouvernables sur le plan social,
les syndicats et ils ont changé leur code du travail 4 fois, fait de la décennie. Le Maroc a attendu 30 ans pour changer le code en 2004, ou maintenant, c'est-à-dire 16 ans qu'il n'a pas eu. Vous avez dit qu'il y a déjà une flexibilité. La flexibilité dans le code du travail, il est très timide, il est très faible et il est conditionné par beaucoup de choses. Pour sauver les gens, par exemple, la réduction de temps de travail, il est à partir de 2 mois, c'est plusieurs conditions, c'est plusieurs accords. Et heureusement qu'il y a eu un décret voté par le Parlement durant d'ailleurs l'intercession. Il n'y avait même pas le Parlement qui travaillait. Et c'est un volet de flexibilité qui n'est pas toujours en faveur un décret-loi qui n'est pas toujours en faveur des patrons. Hein. La flexibilité est en faveur aussi des salariés. Et j'entends par là quoi? Les 900 000 emplois qui ont été perdus, à peu près 1 million. S'il n'y avait pas le décret-loi qui les protège en rendant leur contrat suspendu et non radié, par manque de flexibilité sur le code du travail, le Parlement, pendant la crise, a travaillé pour faire sortir un décret-loi qui dit que là, pendant la période de naissance, ceci doit être le code du travail. Et encore plus pour pouvoir l'idée de la flexibilité. Je ne dois pas licencier. Je dois trouver des moyens de financement, des moyens de ce qu'on appelle le chômage partiel ou l'activité partielle pour que les gens puissent garder leur emploi, même en période de crise, quitte à revenir 2 mois, 3 mois, 4 mois après, mais sans qu'il y ait trop de conditions après accord social pour qu'on puisse garder ça. Mais donc, la flexibilité n'est pas à connotation que patronale, elle peut largement servir. Et je vais vous donner un seul exemple de ce qu'a fait le Maroc. Donc, le Code du travail, c'est une vitrine pour les investisseurs, c'est une vitrine, et je rappelle que le poids de l'industrie dans le PIB au Maroc n'a cessé de dégringoler. Hein. Je parle d'une dizaine d'années, on est parti de 30% vers 27, 28, 18%. Pourquoi? Parce que, et mis à part Renault et PSA, c'est l'arbre qui cache la forêt, on aurait été à des taux moins que 10%. C'est pas normal. Tout simplement parce que le Code du travail, il fait peur à des investisseurs. C'est facile de contractualiser une relation de travail et c'est trop difficile et trop coûteux de s'en séparer. Il faudrait qu'on cherche un juste milieu, un bon curseur pour que les patrons et les salariés ne soient pas lésés dans cette nouvelle configuration. Lorsque vous avez des taux de rendement intéressants sur d'autres secteurs, lorsque les services ils offrent d'autres moyens de collaboration, et vous avez l'industrie qui, avec son socle social assez élevé, son socle de CDI, son socle de représentation syndicale, etc., ben les gens ils vont aller vers un secteur qui rémunère plus, avec moins de risques sociaux. Donc, il n'y a pas que ce déterminant, mais il en est assez pesant dans l'équation. Merci. Merci. Un petit complément. Joseph, parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, juste, je vais donner une. Au niveau de la flexibilisation, malheureusement, le ressenti, quand il y a la demande de la CGM, du patronat, des employeurs de flexibilisation, le ressenti des syndicats, c'est la précarisation. On nous répond, vous voulez la précarisation. Or, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, je dis, relation travail, elle est précarisée, et je vais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, en CDI, il y a à peu près 1 million de salariés uniquement, sur 3,7 millions en régime de croisière. Donc, plus de 2,5 millions à 2,7 millions sont entre CDD et intérim, ce qui précarise encore plus la relation, plutôt la situation au niveau du salarié. Donc, et il faut qu'on donne à l'employeur la possibilité de licencier quand, licencier entre guillemets, quand il en a besoin, quand il a des difficultés économiques, quand il ne peut plus continuer. Et c'est tout à fait normal. Et le patron ne licencie pas par plaisir. On essaie toujours d'anatémiser et de stigmatiser le patron. Donc, il faudrait justement revoir cette question. Exactement. Alors, vous avez une autre question sur les fonds propres et sur la 13e région. Je répondrai sur la 13e région, je laisserai Mehdi répondre sur les fonds propres. Donc, la 13e région, nous avons la 13e région qui est présidée par Karim Amour, qui est qui bouge vraiment. Et nous avons, je crois, le 16, on organise une première réunion
en présence de Si Ben Chaboun et M. Moulahfed Al-Alami. Et le Wafi aussi. Voilà, Zahel Wafi. Donc, pour pouvoir justement discuter avec les gens, il y aura pas mal de Marocains à l'étranger qui vont se connecter et avec qui nous allons interchanger et discuter pour voir quelles sont les mesures à prendre pour les encourager justement à venir. Avec cette histoire de pandémie, beaucoup de Marocains à l'étranger se rendent compte que leur pays leur manque et qu'ils veulent investir, mais ils veulent retrouver l'environnement dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont évolué chez eux au Maroc. Donc, nous allons mettre, bien sûr, un maximum d'énergie pour pouvoir attirer ces gens-là qui sont une richesse pour notre pays. Mehdi, tu... Sur la question des fonds propres, on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'on sait à peu près, c'est que les fonds propres et les quasi-fonds propres sont liés à l'investissement. Avec probablement, on ne sait pas trop, mais c'est des choses qu'on entend, une partie mise par les fonds et une partie complétée par les banques sous forme de dette cette fois-ci, mais pour des projets d'investissement simplement. Ce qu'on dit, c'est que dans la logique, la philosophie initiale qu'on a imaginée pour ce produit de fonds propres, c'est financer des entreprises par des moyens autres que par la dette, parce que du fait de la crise et du fait des endettements liés à la crise, Daman Relance, Daman Oxygène et le report des charges, elles n'ont plus les moyens de s'endetter. Et donc, pour les rendre solvables, on doit rajouter soit des fonds propres, soit des quasi-fonds propres. Si ces fonds propres et ces quasi-fonds propres sont conditionnés par l'investissement, alors on réduit massivement le nombre d'entreprises qui vont en avoir besoin, parce que moi, j'imagine que si une entreprise veut investir, c'est qu'elle n'est pas si en difficulté que ça. Et donc, elle ne répond pas vraiment aux critères de ceux qui en ont besoin. Mais ceux qui vont en avoir besoin sont plus des entreprises qui en ont besoin pour du fonctionnement. Et donc, il y a un ajustement probable, enfin, en tout cas de notre point de vue, il y a une inadéquation entre le besoin du marché et la façon dont on pense que ça va tourner. Mais encore une fois, on n'a pas encore de certitude. Ce n'est que des messages qu'on a entendus à droite et à gauche en relation avec ce produit. Merci. Question ? Je pense qu'on a répondu sur l'article 4. On a une autre question sur l'article 4. Différente ou là? Un peu différente, mais peut-être qu'il faudrait redire et peut-être en... La question, il existe des rumeurs qui circulent actuellement sur une éventuelle décision prise par la CGM et qui consiste à interdire les personnes ayant une appartenance politique à adhérer aux organes de décision au sein. La réponse est non. La réponse est non. Non. La réponse est non, c'est aussi simple que ça. S'il y a d'autres questions différentes, je suis prêt à les prendre et y répondre, mais je pense qu'on a été assez clair, on a assez... Hein? Pardon? Si, Karim, tu veux... Alors, c'est quoi la question? L'article 4, si tu peux répondre. Comme ça, on va... Non, mais c'est quoi la question d'abord? La question, c'est expliquer qu'est-ce qui a été modifié. لا راه قلنا هذا الشيء ما كاين حتى شي قرار اتخذ فيما يخص اقصاء الناس المتحزبين كما قيل في بعض الجرائد، وحتى السؤال زعما حنا كنفيو اي قرار اتخذ في هذا الباب هذا، ما كاينش اقصاء. حنا تنتعاملوا لا مع المتحزبين ولا غير المتحزبين، وهادشي راه واضح. والتغيير لم يعني يرموا الى اقصاء هاد الناس هادو. شكرا سي حفظي. بغيتي تزيد شي حاجه؟ غير غادي نزيد واحد النقطه، بان انا ما كنتمي لحتى شي حزب، ولكن عندي اتصال مع جميع الاحزاب. هذا هو، وهكا خصها تكون سميتو لا سي جي ام. Elle doit, et c'est ce qu'on veut, on veut que la présidence, les gens, les organes dirigeants de la CGM soient des gens neutres.
pour être crédible et pour pouvoir défendre en toute neutralité les intérêts des entreprises et des entrepreneurs. C'est حفظي. هذا الفصل 4 من النظام الداخلي من القانون الاساسي ديال الاتحاد العام للمقاولات المغربي يكرس مبدا الحياد ويكرس كذلك ان المنظمه يجب ان تبقى على مسافه واحده من جميع الاحزاب السياسيه. وكنظن حتى التطبيق ديالو لم يكن هناك تطبيق على صعيد النظام الداخلي، ولكن كانت هناك ان جميع الرؤساء ديال الاتحاد العام الذين توالوا على الرئاسه ديال الاتحاد العام انه طبقوه بكيفيه او باخرى. اليوم كنكرسوا كنوطنوا توطين ديال هذا المبدا من النظام، من القانون الاساسي الى النظام الداخلي، واللي فيه في الفصل 7 اللي هو كيتكلم على الشروط ديال الترشيح للرئاسه ديال الاتحاد العام، ولشروط الترشيح هما 3 المناصب: شروط الترشيح لرئيس رئاسه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والى رئاسه الاتحادات الجهويه لمقاولات المغرب لا سي ريجيون، والى الجامعات الداخليه ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هنا اليوم الاتحاد العام لمقاولات المغرب عبر بالطبع الهيئه التقريريه ديالو اللي هي المجلس الاداري ديال الاتحاد قرر انه يوضع شرط اخر، شرط اضافي، اللي هو انه اللي بغى يتقدم لهاد 3 المناصب يجب انه ما يكونش انه يشغل مناصب دي فونكسيون اكزيكوتيف، يعني مهام تنفيذيه في الفضاءات اللي كتاخذ القرارات داخل الاحزاب السياسيه. الان بالطبع ان غادي نطرح، غادي نزيدوا نتوسعوا اشنا هي هذه المناصب، هذه الفضاءات السياسيه. واش المكتب السياسي، واش المجلس الوطني، واش المكتب التنفيذي، واش الرابطات اللي كاينين، الى ان كل حزب يختلف عن اخر فيما يخص هذه الهيئات اللي كتاخذ القرارات داخل الاحزاب السياسيه. وهذه مساله اللي باقا مطروحه على لو كوميتي دي ستاتور. بالطبع هناك كيكون ان سويفي، ان كوميتي سويفي الكتورال، يعني لجنه ديال التتبع ديال الانتخابات اللي هي عندها الصلاحيه، اللي كيترأسها الميدياتور، اللي عندها الصلاحيه باش كتقرر لنا واش مستوفي شنو هي الشروط اللي مستوفي ولا لا. ولكن كيمكن انه لو كوميتي دي ستاتور انه يزيد يعمق التفكير في هذه المساله، ولا كان لابد واجب منا بعض المسائل انه نعاودوا فيها، نتراجعوا في المسائل. احنا مستعدين بالطبع، ان كيمكن لي احنا عندنا المرونه اللازمه، ولكن هذا الشيء كله خصوصا احنا في سنه انتخابيه، انه بغينا انه نحسنوا تحسين ليمونيزاسيون، تحسين ديال الاتحاد العام من هذوك بعض الهجمات في حقيقه نقدروا نقولوها ديال الاحزاب السياسيه على المنظمات بصفه عامه، وخصوصا المنظمات النقابيه والمنظمات ديال المشغلين. اذا اليوم حنا كنديروا هذا التحصين من اجل انه نضمنوا الاستقلاليه، لان هذا ضمنوا الاستقلاليه ديال المنظمه ونضمنوا عدم التسييس ديالها. تصوروا انه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يكون داخل ان بيرو بوليتيك ديال الحزب السياسي، وبالطبع انه غادي يمشي مع هذا الحزب السياسي وغادي يجر المنظمه كلها بحال الاحزاب. اش غادي تكون المواقف ديال الاحزاب السياسيه الاخرى؟ ما غاديش يرضوا، ما يقبلوش بهذه القضيه، غتكون ضد لا سوجي، وغادي يمشيو لينا حنا الاعضاء ديالنا غادي يهاجروا الى منظمات اخرى. حنا اليوم لا، هذا التحصين ديال المنظمه ديالنا هذا كيهم يعني الاستقلاليه، وكيهم ليكزيستونس مام الوجود ديال المنظمه ديالنا. اذا حنا ولكن حنا لا نقصي احدا، ما كاينش يعني المبدا ديال الاقصاء ما كاينش، لان حنا كنمشيو من المنطلق ديالنا هو ان الانتماء السياسي هو مكفول من طرف الدستور، اللي غارونتي بار لا كونستيتيوسيون لا بارتونونس بوليتيك، ما كنتكلموش عليها. وداخل نقول لكم الحقيقه ان داخل هذه القاعه هذه راه فينا اللي محزب، ولكن حنا كنتكلموا على الناس اللي كيتحملوا مسؤوليات تنفيذيه داخل الاحزاب السياسيه. لا نتكلم على الانتماء السياسي، الانتماء السياسي بالحق احنا بالعكس حنا كنشجعوا الناس انه ينتموا سياسيا للاحزاب السياسيه، لانه تاطير المجتمع هذا واجب وطني.
ولكن هذا المنطلق. ولكن المآل ديالنا المآل فين بغينا نوصلوا هو انه نحسنوا التحسين ديال المنظمه ديالنا والتمنيع ديالها، التمنيع كذلك والاستقلاليه وعدم التسييس ديالها. شكرا. كنظن بان سي كلام بغيتي تزيد، كنظن بان غير باش نبسط هذا الشيء اللي قال السي عبدي لا حتى عنده تبارك الله تمن ملي لا حاشا غادي يتمم. هو المفاهيم اللي غنبسط لان المفاهيم ديالك تصعب شويه باش نتبعوهم حنايا. غادي غير باش نبسطوا. الاقصاء ما كاينش، ولكن كاين تقنين انتخابات الرئيس ونائب الرئيس العام فقط لا غير، باش ما يوقعش الخلط ما بين ما نسميه اقصاء المنخرطين المتحزبين اللي هنا ما كاينش، لم نتداولوه بالقط، وتقنين الانتخابات اللي هذا حق مشروع. شكرا. وباش نلخصوا كاع هادشي كله، غدا الا دخلت انا في شي حزب سياسي خصني نستقل من لا سي جي ام. دونك هذا هو الهدف، زعما ما يكونش شي حاجه اخرى. واش كيفاش المنطق يقبل بان غادي نمشيو الا كنت هي كيفاش يمكن المنطق يقبل بان غادي نمشيو عند المنخرطين ديال لا سي جي ام نقول لهم انت في الحزب الفلاني خصك تمشي بحالك؟ حماق هذا. كنظن بان كنا واضحين زعما بارابور سيت باش ما بقاش هذا السؤال عاوتاني يرجع. Alors, on a des questions de l'économiste. L'assouplissement des conditions d'accès à l'IPE ne risque-t-il pas de se traduire par une hausse des cotisations? Donc, l'assouplissement des conditions d'accès à l'IPE ne risque-t-il pas de se traduire par une hausse des cotisations? Cet assouplissement ne devrait-il pas passer par le conseil d'administration de la CNSS? Et une troisième question, quelles sont les propositions de la CGM pour la charte de l'investissement? Vas-y, réponds rapidement. Et la troisième question. Alors, pour l'histoire de l'assouplissement, les conditions pour bénéficier de l'IPE, il y a eu une première version qui a été soumise au chef de gouvernement. Je rappelle que les conditions d'accès à l'IPE, ils sont un petit peu compliqués lorsqu'on demande un certain nombre de jours de cotisation l'année de départ et les 3 dernières années. Alors, la première monture qui a été proposée au chef de gouvernement, ils ont beaucoup diminué l'exigence en termes de nombre de jours de cotisation l'année de départ. Ils ont laissé, en diminuant un petit peu le nombre de jours exigés durant la 3e année. Et lorsqu'on a vu ça, on a trouvé que l'essentiel des bénéficiaires qui ont des problèmes d'accès à cette indemnité, ils ne répondent pas à la condition de nombre de jours de cotisation pendant les 3 dernières années et non pas pendant l'année en cours. Donc, on a repris le dossier dans le cadre de la plateforme gouvernement CGM et on a revu d'autres itérations avec d'autres simulations en diminuant le nombre de jours exigés, aussi bien l'année de départ que les 3 dernières années, en mettant en condition aucun surplus de cotisation sur les patrons ni sur les salariés. Et je crois que c'est la dernière monture pour laquelle on s'oriente vers sa proposition au chef de gouvernement. Maintenant, je suis d'accord avec vous, ceci émane des attributions et des prérogatives du conseil d'administration de la CNSS, mais en général, il y a certains sujets comme les allocations familiales, comme l'IPE, qui mériteraient d'avoir d'abord une adhésion aussi bien politique, à travers le président du conseil d'administration qui est le ministre de l'Emploi, son patron qui est le chef de gouvernement, avant qu'il soit validé. Et la dernière instance qui le valide, c'est le conseil d'administration de la CNSS et non pas aucune autre partie gouvernementale. Merci. Sur la troisième question, tu veux apprendre, Mehdi? Sur la question de la charte de l'investissement, c'est un sujet qui dure depuis un certain nombre d'années et qui semble s'accélérer depuis les semaines à venir, depuis les dernières semaines, et ça devrait passer dans le cadre de la plateforme CGM gouvernement. Les principaux points que la CGM demande, c'est quelques têtes de chapitre. C'est la concurrence loyale et l'équité, qui est un sujet bien évidemment important pour l'investissement, d'avoir des instances de recours, un troisième point qui est la continuité des politiques en passage d'un gouvernement à un autre,
l'équité dans les systèmes d'incitation pour ne pas favoriser un acteur par rapport à un autre dans l'investissement. Et enfin, la consécration de l'interlocuteur unique dans les investissements. Donc ça, c'est les 6 gros chapitres que nous avons. Et encore une fois, c'est quelque chose qui devrait, a priori, sortir dans les semaines à venir. En tout cas, on l'espère. Merci, Mehdi. Prochaine question. Je pense qu'il a été augmenté. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport au dernier chiffre qui a été le délai de paiement a augmenté. Je crois que le baromètre qu'on a fait, c'était 60 jours. Au moins 60 jours. Là, augmenté de 60 jours par rapport à ce qu'il y avait. De toute manière, hein? Ouais, mais je pense qu'il a été augmenté de 60 jours. Mais de toute manière, le problème des délais de paiement est vraiment posé. Il va se poser encore davantage. Il y a un problème de rapport de force entre les entreprises qui ne se font pas payer, qui n'ont pas les moyens de se faire payer et qui sont faibles devant leur débiteur qui a une force de pression sur eux. Donc, le but, d'ailleurs, on a une réunion lundi au niveau du ministère des Finances dans le cadre de l'Observatoire, et le but, c'est de protéger ces gens-là contre les abus, les donneurs d'ordre et qui doivent leur payer. Donc, j'espère que d'ici lundi, nous avons fait des propositions intéressantes, pragmatiques, et j'espère que lundi, on aura une annonce importante à dire à ce sujet-là. Je vais passer à l'observateur du Maroc, Mouniak Tani, qui pose une question. Donc, quel est l'apport de l'entrée en vigueur en janvier de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, dans l'implantation des entreprises marocaines en Afrique, et quels obstacles restent à lever? À toi de jouer, Abdou. Merci beaucoup, Président. Donc, l'entrée en vigueur de la ZLECAf va forcément ouvrir énormément d'opportunités pour les entreprises marocaines. D'ailleurs, parmi les actions que nous sommes en train de mener, c'est justement en concertation avec les pouvoirs publics de pouvoir apporter une lumière sur tous ces avantages qui vont de sensibiliser, d'apporter toute la lumière sur les avantages que les entreprises marocaines pourront en tirer. Et en général, on les catégorise en 3 parties. La première, c'est l'ouverture de marché, puisque ça va être un marché beaucoup plus large pour nos entreprises. Deuxièmement, la possibilité d'importer des intrants à plus bas coût de différents pays du continent. Je parle par exemple pour la filière textile, du coton ou encore des fruits pour la filière des jus ou d'autres filières. Et troisième élément, de pouvoir construire des chaînes de valeur complémentaires dans d'autres pays complémentaires à nos industries. Maintenant, ce qui reste à faire, il y a différents chantiers. Il y a des chantiers qui sont internes à nous. C'est toute la partie de sensibilisation, d'accompagnement des entreprises. Donc ça, c'est mené en interne. Mais il y a aussi le chantier qui est, lui, plutôt institutionnel, qui est la partie, je vais dire, offre marocaine et ratification. Et ça, c'est piloté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, mais en étroite collaboration avec le secteur privé. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur la ZLECAf. Merci, Abdou. J'ai une question de Finance News. Quelles sont vos propositions en matière de flexibilité de travail? Je crois qu'il a déjà répondu à cette question. On a une question donc, qui est, même les délais de paiement, on a répondu. Le marché du e-commerce transfrontalier au Maroc est relativement petit, mais fait surface. Plusieurs entreprises au Maroc se sont habituées aux achats en ligne auprès des vendeurs étrangers, mais les barrières commerciales élevées, le manque d'infrastructures numériques et la multiplication des formalités administratives freinent le développement de ce modèle. Que prévoit la CGM pour accompagner cette transition numérique? Je pense que déjà, il y a eu l'assouplissement de l'office d'échange qui permet, j'espère que je ne me trompe pas, 15 000 dirhams par an par personne pour pouvoir justement utiliser, voilà, pour pouvoir utiliser les cartes pour les achats online, pour toutes les opérations. Maintenant, la commission numérique qu'on a se penche sur ce problème.
on travaille en étroite collaboration avec l'APB pour pouvoir justement sortir avec des propositions concrètes et demander. Ce secteur a pris un essor extraordinaire avec la pandémie. Le e-commerce s'est développé d'une façon vertigineuse partout dans le monde et le Maroc en fait partie. Maintenant, il y a des mesures à mettre en place pour encourager davantage et les commissions sont en train de travailler dessus. Je ne peux pas dire plus que ça. Toutes les questions ont été posées. Super. En tout cas, merci de votre présence et j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions comme vous souhaitez. Merci.